Tout s'est passé hier. Je me suis endormi en pensant que ça se calmerait peut-être le matin, comme un mauvais orage. Mais j'avais tort, tellement tort. Ce matin, je me suis réveillé avec 44 appels manqués, 19 messages vocaux, plus de 30 textos. La première chose que j'ai vue en me retournant, c'était le nom de ma mère qui remplissait l'écran encore et encore. Puis mes tantes, puis Tyler. Je suis resté assis à regarder fixement pendant une seconde avant que tout ne me revienne, comme un accident au ralenti qui finissait par me rattraper. Hier, c'était le 45e anniversaire de ma mère, et il se trouvait que ça tombait pendant cette réunion de famille forcée et censée nous apporter la guérison, que personne ne voulait. Mais tout le monde est venu quand même parce que la culpabilité est plus forte que le bon sens dans notre famille. Il y a 2 ans, elle a pratiquement déclaré Rachel, ma femme, ennemi public numéro 1 après que j'ai refusé de financer la dernière fausse entreprise de mon cousin Tyler. Rachel n'a même pas parlé pendant toute la conversation, mais ma mère a décidé que c'était le maître marionnettiste qui tirait toutes les ficelles. Ce n'était pas juste un commentaire non plus. C'était une crise de nerfs totale, qui détruisait la famille. Elle a traité Rachel de radine, de fausse, de manipulatrice. Et quand mes tantes s'y sont mises, c'était comme une meute d'hyènes encerclant de la viande fraîche. Rachel ne s'est jamais défendue, pas ce jour-là. Elle s'est juste levée et est sortie. Mais hier, nous sommes venus parce que malgré tout, nous sommes toujours le genre de personnes qui viennent. Du moins, nous l'étions. Je voulais faire autre chose. Pas quelque chose de dramatique, pas quelque chose de tape à accent grave-l'œil, quelque chose de réel, quelque chose qui ait du sens. Alors, je lui ai acheté une voiture. Pas n'importe quelle voiture, le modèle exact de la Mercedes 87 qu'elle conduisait quand j'étais enfant. Elle adorait cette chose. Elle parlait de la façon dont ça lui donnait l'impression d'être quelqu'un d'autre, comme si elle était plus grande que notre petite ville, comme si elle avait des secrets. J'en ai trouvé une dans l'Oregon. 11 000 $. Impeccable. Je l'ai fait envoyer ici, je l'ai fait nettoyer dans les moindres détails, j'ai attaché un ruban rouge sur le capot, je n'ai pas fait de discours, je n'ai pas rallié la foule. Je lui ai juste tendu les clés pendant que les gens sirotaient encore leur mimosa sur le porche, en faisant semblant que nous étions normaux. Elle s'est approchée, l'a regardé fixement comme si c'était une blague, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Tu te moques de moi ? Prends les clés et laisse ta femme radine la conduire, a-t-elle dit si nonchalamment, comme si ce n'était même pas offensant, juste un fait. Ses sœurs ont éclaté de rire comme si c'était une blague entre elles. Tyler a tout enregistré. Mon père, pâle, silencieux, fixant un buisson comme s'il repensait à sa vie. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste pris les clés, je suis monté dans la voiture et je suis parti. Rachel n'a rien dit non plus. Elle m'a juste suivi jusqu'à notre voiture, est montée dedans, et nous sommes partis. Avance rapide jusqu'à ce matin. Le premier message vocal que j'ai écouté était celui de ma mère, qui sanglotait, disant qu'elle ne pouvait pas croire que je l'avais embarrassée comme ça le jour de son anniversaire. Le deuxième était plus agressif. Elle m'accusait d'avoir tout gâché. Le troisième était de tante Marlène, qui disait que je devais grandir et apprendre à prendre une blague. Mais voici ce que personne d'entre eux ne sait. Depuis 3 ans maintenant, c'est moi qui assure discrètement leur niveau de vie. Après que les heures de mon père ont été réduites et que leurs finances ont sombré, j'ai commencé à envoyer de l'argent pour joindre les deux bouts. De nouveaux appareils électroménagers payés par mois, leur voyage d'anniversaire en Floride, ma carte, des forfaits spa, des factures d'épicerie, les soins dentaires d'urgence de Tyler chaque mois, sans poser de questions. Je ne l'ai jamais dit à ma mère. Mon père le savait, m'a à peine remercié, mais a gardé le silence aussi. Préserver la paix. Hier, après avoir ramené la voiture à la maison, je me suis connecté à la banque, j'ai tout arrêté. Tous les virements, tous les comptes joints, même le compte d'épargne que je constituais discrètement pour leurs impôts fonciers envolés. À midi, mon père a envoyé un texto, elle panique. La banque pense que c'est une fraude. Je ne leur ai pas dit que c'était toi. Puis est venu le message de ma mère à Rachel, tu as eu ce que tu voulais. J'espère que la vie gratuite en valait la peine, espèce de radine. Rachel l'a lu une fois, a posé le téléphone et a demandé les clés de rechange de la maison de ma mère. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste partie. Elle est revenue 1 heure plus tard. J'ai giflé ta mère, a-t-elle dit. Puis elle s'est versé une tasse de café et a ouvert son ordinateur portable comme d'habitude.
Mais ce n'était pas la fin. Vers 16 heures, mon père s'est présenté à notre porte seul, sans voiture. Il a dit que maman l'avait enfermé dehors après avoir découvert que l'argent avait disparu et l'avait accusé de l'avoir caché. Elle l'a accusé d'avoir détourné de l'argent vers une autre femme. Elle a même appelé son avocat. Apparemment, elle dépose une requête pour geler sa pension. Et puis, juste au moment où je pensais que nous avions atteint la limite du chaos familial, ma tante Lisa est arrivée en pleurant, le maquillage coulant, avec une valise dans son coffre. « J'ai quitté ton oncle », a-t-elle dit. « J'ai découvert l'histoire de l'argent. Ta mère nous a menti sur sa provenance. Elle a dit que ça venait de son petit commerce sur Etsy. J'ai quitté mon emploi l'année dernière en pensant que je pouvais faire la même chose. Maintenant, je suis ruiné. » Elle a demandé si elle pouvait squatter chez nous juste pour quelques nuits. Les mots exacts de Rachel: « Dors dans la voiture que ta sœur ne veut pas, alors maintenant, il est tard. » Tout le monde est parti. Et je suis assis ici dans le noir à écrire ça parce que c'est la seule chose qui me semble avoir du sens. Et demain pourrait être encore pire. À 8 heures du matin aujourd'hui, le groupe de discussion dont j'avais oublié que je faisais encore partie, Femme Bam Forever, a explosé comme une grenade. Je ne l'ai ouvert que parce que les notifications n'arrêtaient pas. Au début, ce n'était que des messages vocaux spam de ma mère, remplis de reniflements et d'expressions comme trahison publique, mesquinerie infantile et violence émotionnelle. Puis Lisa a lâché un message qui disait simplement « Cooper a payé votre vie, espèce de sorcière ingrate ». Je l'ai regardé fixement pendant une bonne minute. Apparemment, quand elle est venue chez moi hier soir, elle n'avait pas seulement quitté son mari. Elle avait pris des captures d'écran de leurs virements bancaires et avait déposé les reçus dans le chat. Des années de paiement discret de ma part, discrètement étiquetés, mais évidemment pas de mon père. Meubles, billets d'avion, même la compte pour la retraite bien-être de ma mère l'été dernier. Maman a ignoré ça au début. Puis elle a lâché une note vocale si longue qu'elle a dû être divisée en 3 fichiers. Sa voix tremblait comme si quelqu'un venait de lui dire que la terre était plate. Elle a dit qu'elle se sentait violée, comme si je l'avais tenue en laisse. Puis elle a dit quelque chose qui a fait bouillir mon sang: aucun vrai fils ne laisserait sa femme frapper sa propre mère. Cette gifle était de la violence domestique. À ce moment-là, Rachel est entrée dans la pièce avec son café, a lu la transcription par-dessus mon épaule et a juste dit « Elle est sérieuse ?» Puis elle a sorti son téléphone et a répondu au groupe de discussion avec une vidéo. Une vidéo dont je ne connaissais même pas l'existence. C'était un extrait de la réunion de famille filmée par Rachel, un clip discret qu'elle a pris juste après le moment de la voiture avant que nous partions. Il montrait ma mère debout dans l'allée avec ses sœurs, riant, se moquant de la voiture, puis disant « Ça a toujours été faible. Mais maintenant, c'est cassé aussi. Laissez le pauvre faire semblant que cette voiture de ferraille est de l'amour. » Après ça, personne n'a dit un mot dans le chat pendant environ 1 heure. Et puis, de nulle part, Tyler a envoyé un texto: « Tante Marlène dit qu'elle va intenter une action en justice si tu ne lui rends pas l'argent. » Elle dit que son paiement pour la piscine a été rejeté. C'est là que j'ai compris. Je n'envoyais pas seulement de l'argent pour aider mes parents. À un moment donné, et je ne sais toujours pas comment, ma mère avait donné à ses sœurs l'accès au compte. Ou peut-être qu'elle l'avait détourné. Quoi qu'il en soit, elles vivaient toutes de ça comme si c'était un héritage magique. Alors, j'ai rappelé la banque, j'ai complètement gelé le compte. Chaque centime qui restait là-dedans, environ 3000 $, a été placé dans un fonds de réserve à mon nom jusqu'à ce que nous puissions comprendre ce qui se passait. Mais ensuite, vers midi, mon père m'a envoyé un texto qui a vraiment retourné la journée: « Je crois que ta mère fait appel à des avocats. Elle pense qu'elle peut réclamer la voiture comme bien commun. » La voiture, la Mercedes à 11 000 $. Elle allait essayer de reprendre le cadeau pour lequel elle m'avait publiquement humilié et le réclamer comme bien commun. Puis Rachel a ri pour la première fois depuis 2 jours. Vraiment ri. Puis elle a dit: « Elle va te poursuivre pour une voiture qu'elle a dit appartenir à une casse. » À 15 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro bloqué. J'ai répondu. C'était l'avocat de ma mère, ou du moins c'est ce qu'il prétendait. Il a dit qu'ils examinaient les transactions non autorisées effectuées au cours des 36 derniers mois et qu'ils envisageaient des accusations de fraude si je ne rendais pas l'argent. Je lui ai dit d'y aller. Je serais heureux d'aller au tribunal et de montrer au juge chaque paiement, chaque reçu, chaque dollar qui a permis de lui faire ses ongles et de réserver ses vacances pendant qu'elle prétendait que mon père avait une deuxième carrière comme crypto-magicien. Puis j'ai raccroché. À 17h42,
Rachel a reçu un autre message, cette fois de Tyler, je ne savais pas qu'elle avait donné les infos de ta banque à Emmaran. Je suis désolé, mec. Elle m'a dit que c'était de l'argent d'héritage. À 18h10, Marlène m'a envoyé une photo d'elle en train de pleurer dans sa cuisine devant une piscine vide qui, apparemment, ne pouvait pas être terminée sans mon prochain paiement. Elle a dit qu'elle ne savait pas que ma mère mentait. Elle a dit qu'elle pensait que l'argent faisait partie d'une fiducie que j'avais créée pour aider à soutenir la famille. Et je suis assis ici à me dire, quel genre de fiducie continuerait à payer des pina coladas glacés et des rhinoplasties à des femmes qui ont traité ma femme de déchet? Il est maintenant 22h57. Rachel dort sur le canapé. Je suis assis ici avec un verre de whisky à me demander comment c'est seulement le deuxième jour des retombées. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que ça ne fait que commencer. Je n'avais même pas fini ma première tasse de café ce matin avant que les choses ne tournent mal. Ça a commencé avec un coup à la porte. Je pensais que c'était Amazon ou peut-être mon père qui venait s'excuser à nouveau en personne, mais non, c'était un policier. Il m'a tendu une enveloppe blanche et a dit que j'étais signifié. J'ai à moitié ri, pensant que c'était une blague jusqu'à ce que je l'ouvre. À l'intérieur se trouvait une ordonnance restrictive que ma mère avait déposée contre Rachel. Selon les documents, Rachel avait désormais l'interdiction légale de se trouver à moins de 30 mètres de la résidence, du lieu de travail ou des lieux de paix de ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Les studios de yoga, les spas, le rayon des fruits et légumes, et la raison invoquée, agression physique lors d'une crise émotionnelle. Je ne l'ai pas dit à Rachel tout de suite. Elle dormait encore. Je suis resté là à regarder le papier en essayant de comprendre si c'était une sorte de jeu malsain. Puis les textos ont recommencé. Tyler, mec, tu l'as vraiment laissé frapper tante Janet? Tante Marlène, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Ta mère n'arrive pas à dormir. Elle dit qu'elle a peur pour sa vie. Peur pour sa vie de Rachel, une femme qui a pleuré une fois parce qu'elle avait accidentellement tué une araignée dans la baignoire. Puis mon père a appelé à midi. Il avait l'air contrarié, comme ébranlé mais aussi plus léger. J'ai déménagé, a-t-il dit. Je suis dans un motel. Il m'a dit qu'après l'appel de l'avocat, les choses avaient dégénéré. Maman a jeté son téléphone contre le mur. Elle lui a dit qu'elle allait trouver un vrai homme qui ne laisserait pas son fils l'humilier. Quand il lui a dit que l'argent avait disparu et qu'il n'y avait pas de fonds d'urgence magique, elle a préparé un sac non pas pour elle, mais pour lui et l'a laissé sur le porche. Alors il est parti, a pris la voiture, a dit qu'il n'avait même pas pris de chargeur, il est juste parti. Et puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, tu sais ce magasin Etsy dont elle n'arrête pas de se vanter? Ouais, elle ne vend rien, elle n'a jamais rien vendu. Ces colis qu'elle poste, ce ne sont que des boîtes vides qu'elle s'envoie à elle-même. Je ne savais même pas quoi dire. Il était juste avant 14 heures. Rachel s'est finalement réveillée et je lui ai parlé de l'ordonnance restrictive. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, a juste hoché la tête et est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle est montée à l'étage et a commencé à faire ses valises. J'ai paniqué. J'ai pensé qu'elle me quittait. Je l'ai suivie et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a regardé et a dit, je vais en Arizona. En Arizona pour voir ta grand-mère. Maintenant, voici le truc. Je n'ai pas parlé à ma grand-mère, la mère de ma mère, depuis plus d'une décennie. Ma mère l'a coupée, prétendant qu'elle était toxique, manipulatrice, narcissique. Rachel lui envoyait apparemment des messages en cachette depuis des mois. Je voulais juste savoir si c'était peut-être héréditaire, a-t-elle dit. À 16 heures, elle était dans un vol pour Phoenix. Je suis resté derrière, arpentant ma maison comme un animal piégé. Je ne savais pas si je devais être en colère, effrayé, impressionné ou simplement rire de la façon dont tout avait déraillé en 48 heures. Et puis est arrivé l'email d'une chaîne de nouvelles locales. Objet, demande de suivi, différent familial impliquant des femmes d'affaires locales. Je l'ai ouvert. Apparemment, ma mère avait donné une interview à un journaliste spécialisé dans le style de vie, quelqu'un qu'elle connaissait par le biais d'une amie du yoga, et avait transformé toute l'histoire en un récit édifiant de violence domestique, de manipulation financière et de trahison familiale. Elle s'est qualifiée de survivante. Elle a utilisé des expressions comme piège financier et intimidation physique. Il y avait une photo d'elle en peignoir de soie tenant une tasse de thé, regardant par la fenêtre comme si elle était en deuil lors d'un enterrement. Cela n'avait pas encore été publié. Le journaliste a dit qu'il voulait ma version avant de diffuser.
Ma mère s'est fait la vedette d'une tragédie qu'elle a écrite et réalisée. Il est maintenant 23h19. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas mangé. Rachel vient d'atterrir en Arizona. Elle m'a envoyé un texto d'une phrase, « Ta mère a essayé une fois de simuler une crise d'épilepsie lors d'un enterrement pour attirer l'attention. » Je commence à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'une gifle, d'une voiture ou d'argent. Il s'agit de quelqu'un qui a écrit l'histoire de sa vie et de la nôtre comme un scénario où elle est toujours la victime et nous ne sommes que des figurants. Mais plus maintenant. Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Je suis resté assis dans la cuisine dans le noir à regarder l'email du journaliste sur mon ordinateur portable, à relire le texto de Rachel sur ma grand-mère. C'était calme, beaucoup trop calme. Ma vie me semblait gérable. Même quand les choses étaient difficiles, au moins elles avaient du sens. Mais maintenant, je la voyais s'effondrer en haute définition. À 7h03, mon téléphone a sonné. C'était Rachel. Elle avait l'air éveillée, comme pleinement alerte, ce qui était bizarre étant donné qu'elle venait de traverser le pays en avion. J'ai demandé si elle allait bien, et elle a dit « mieux que bien ». Elle m'a tout raconté. Elle étant ma grand-mère, celle que ma mère jurait être toxique, instable, menteuse. Apparemment, rien de tout cela n'était vrai, ou du moins pas de la façon dont ma mère le disait. Rachel avait passé toute la nuit avec elle, à boire du café et à éplucher de vieux journaux intimes et des lettres. Ma mère n'avait pas coupé les ponts avec sa mère parce qu'elle était toxique. Elle l'avait coupé parce qu'elle avait été prise en train de contrefaire sa signature sur des documents liés à une fiducie familiale. Une fiducie dont je n'ai jamais su l'existence. Une fiducie où je suis répertorié. C'est là que tout a changé parce que soudain, il ne s'agissait plus seulement de drame ou d'ego. Il s'agissait d'argent. Et ma mère avait bâti toute son identité factice autour d'un succès glamour et indépendant, mais elle tirait en fait les ficelles d'une fiducie dont personne n'était censé savoir qu'elle la manipulait, moi y compris. À 10h du matin, Rachel avait déjà rencontré un avocat de Phoenix spécialisé dans les abus financiers sur les personnes âgées. À midi, ma grand-mère avait signé une déclaration sous serment. Ma mère avait prélevé de l'argent sur la fiducie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses sœurs, et cachait les retraits sous de fausses dépenses médicales. C'était du niveau d'un crime. Et puis ça s'est amélioré. Tyler m'a envoyé un texto, « Mec, ta mère a utilisé mon nom pour obtenir un contrat de location de voiture. » Il s'avère que ma mère a co-signé pour un VUS de luxe il y a 2 ans en utilisant le nom et la sécurité sociale de Tyler. Il pensait qu'elle l'aidait simplement avec la compte, mais elle l'utilisait en fait pour augmenter sa cote de crédit suffisamment pour être admissible. Et quand il est allé les changer ce matin, le concessionnaire lui a dit que le prêt n'était même pas remboursé et qu'il était à son nom. À la même heure, tante Lisa, celle qui s'est présentée en pleurant avec la valise, a envoyé un texto à Rachel et lui a demandé si elle pouvait l'aider à obtenir une ordonnance restrictive contre ma mère. Elle a dit qu'après avoir quitté mon oncle, elle s'était rendue compte que ma mère la manipulait depuis des années, lui disant qu'elle ne pouvait pas survivre seule, qu'elle ne serait jamais plus qu'une ombre. Des trucs comme ça. Toute cette putain de famille s'est défaite, mais pas pour elle cette fois. Et puis mon père a rappelé. Il a dit qu'il avait rencontré un avocat spécialisé dans le divorce ce matin et qu'il se préparait à déposer une requête. Pas seulement pour le divorce, mais aussi pour une pension alimentaire rétroactive. Apparemment, puisqu'il gagnait techniquement moins qu'elle sur papier, grâce à mes virements cachés, il a droit à un paiement rétroactif. Il avait l'air calme, confiant, comme un homme qui avait été sous l'eau pendant 30 ans et qui avait finalement refait surface. Le meilleur, il lui a tout dit, tout dit. Il a dit à ma mère que c'était moi qui payais ses factures, que ses revenus mystérieux n'étaient pas de la magie, de la chance ou du travail acharné. C'était son fils, celui qu'elle a traité de faible, dont elle a insulté la femme devant tout le monde. Et selon lui, elle ne l'a pas bien pris. Elle a lancé un vase. Elle a dit qu'elle se sentait violée. Elle a dit qu'elle allait me poursuivre pour sabotage émotionnel. À 18h, la journaliste spécialisée dans le style de vie a envoyé un autre email, « Je viens de parler à votre tante Lisa. Nous travaillons sur l'article. Elle nous a donné beaucoup d'informations. Faites-moi savoir si vous voulez une dernière citation. » Alors, oui, ce petit article discret et doux que ma mère essayait de lancer sur sa survie face à sa belle-fille diabolique, il s'est transformé en un exposé complet avec des reçus, des témoins, des captures d'écran. Rachel est revenue ce soir. Nous avons mangé de la nourriture thaïlandaise en silence, non pas parce que nous étions en colère,
mais parce que nous étions tous les deux épuisés par la rapidité avec laquelle les choses se déroulaient. À 21h42, ma mère m'a finalement envoyé un texto directement pour la première fois depuis qu'elle m'a donné les clés de la voiture. Elle a juste dit « J'espère que tu es fier d'avoir détruit ta famille ». Je n'ai pas répondu parce que pour la première fois depuis longtemps, je suis fier. Pas du chaos, mais d'avoir enfin mis fin à l'histoire qu'elle écrivait pour tout le monde. Et demain tout sera rendu public. Aujourd'hui était le jour où tout a pris fin. Pas avec un grand moment au tribunal ou une dispute hurlante dans une allée. Cela s'est terminé de la façon dont les gens comme ma mère détestent le plus, tranquillement, définitivement et sans qu'un public applaudisse. L'article est paru à 8h02. Titre, La femme qui n'a jamais été fauchée, dans les coulisses du réseau caché de tromperie familiale et de contrôle financier. C'était brutal et honnête. Ma grand-mère a fait une entrevue complète. Tante Lisa aussi. Même Tyler a fait une déclaration officielle sur le contrat de location de voiture, sur la façon dont ma mère a utilisé son nom pour obtenir son prêt et a presque ruiné son crédit à son insu. Il y avait des captures d'écran, des relevés bancaires, même des extraits de courriels qu'elle a envoyés à son groupe de yoga qualifiant Rachel de petit chien errant et manipulateur que mon fils a traîné à la maison. La citation qui a clôturé l'article était la mienne. J'ai donné tout ce que j'avais pour aider les personnes qui m'ont élevé. Je pensais être un bon fils. Il s'avère que je ne faisais que payer un loyer à une femme qui pensait que la maternité était une performance. Je n'ai pas regardé les médias sociaux, mais je n'avais pas besoin de le faire. En moins d'une heure, j'ai reçu des textos de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des amis, des cousins éloignés, même mon patron. Un message disait simplement « Il était temps ». Vers midi, mon père m'a envoyé un texto de sa chambre de motel, elle a vu l'article. Elle n'a pas dit un mot depuis des heures. Et puis ceci, elle m'a demandé s'il était trop tard pour tout reprendre. Il a dit qu'il n'avait pas répondu. Il est juste sorti et a fumé une cigarette qu'il n'avait pas touchée depuis 10 ans. Dans l'après-midi, ses sœurs avaient disparu. L'une a supprimé son Instagram. L'autre a publié une histoire qui disait « Certaines personnes sont juste jalouses des femmes fortes ». Personne n'a répondu. Vers 16h30, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. C'était elle. Elle n'a pas dit bonjour, a juste commencé à parler, a dit que je l'avais embarrassée, a dit que j'avais ruiné sa vie, a dit que Rachel m'avait empoisonné, a dit qu'elle aurait pu gérer ça différemment, mais tu m'as forcé la main. Je l'ai juste laissé parler. Pas d'interruption, pas d'émotion. Et puis j'ai dit, tu as pris toutes les décisions. Tu as écrit le scénario. J'ai juste arrêté de jouer le rôle. Silence. Puis j'ai dit, je bloque ce numéro. Ne me contacte plus. Et j'ai raccroché. Je l'ai fait. Après 33 ans, j'ai mis fin à l'histoire. Pas avec vengeance, pas avec violence, juste avec la vérité. Rachel et moi avons commandé une pizza et nous nous sommes assis sur le plancher. Nous n'avons pas célébré. Nous n'avons pas trinqué. Nous avons juste existé dans la paix qui a suivi quelqu'un à qui on a finalement dit non pour la première fois de sa vie. Et quant à ma mère, elle devra vivre dans le silence qu'elle a créé. Pas de public, pas de scénario, pas de projecteur, juste elle-même, juste la façon dont elle s'est assurée que ça se terminerait. Mise à jour, le rideau final est tombé 3 jours plus tard. Salut Reddit, j'ai pensé revenir avec une mise à jour puisque quelques-uns d'entre vous m'ont envoyé un message pour me demander comment tout s'était terminé après la parution de l'article. Attachez vos ceintures parce que cette dernière partie pourrait être la fin la plus calme et la plus froide d'une tempête que j'ai jamais vue. Tout d'abord, merci aux personnes qui ont tendu la main avec une véritable empathie. Je ne m'attendais à rien quand j'ai posté. J'avais juste besoin de l'évacuer de mon système. Je ne pensais pas que ma boîte de réception se remplirait d'étrangers disant qu'ils avaient vécu quelque chose de similaire. Dingue. Alors, les suites, c'est fini. Pas réglé, pas adouci, fini. L'article a traversé la ville comme une tornade. Le blog local sur le style de vie qu'il a publié a été repris par 2 plus grands médias de l'État. Ils ont adoré l'angle de cette matriarche de banlieue parfaite vivant secrètement de son fils adulte tout en calomniant sa femme et en mentant à la moitié de la famille. Ils ont même fait un épisode de balado-diffusion enregistré à ce sujet dans les 48 heures. Maman a tout fermé, réseautage social, téléphone, courriel. Mon père a officiellement demandé le divorce le matin après la publication de l'article.
Son avocat a envoyé les papiers et apparemment, elle ne les a même pas contestés. Elle les a simplement signés et renvoyés par la poste. Son studio de yoga l'a laissé tomber. Pas à cause du drame, ils sont habitués au drame, mais parce que les reçus dans l'article prouvaient qu'elle avait falsifié un don au nom de quelqu'un d'autre pour réclamer une déduction fiscale. Tyler a déposé des accusations de fraude sur le contrat de location de voiture. Son crédit a pris un coup, mais il a fait appel à un vrai avocat et une enquête est en cours. Ma tante Lisa a emménagé avec une amie et a pris un emploi à temps partiel dans une bibliothèque. Elle dit que c'est paisible, comme une désintoxication pour l'âme. Elle n'a pas non plus eu de contact avec maman pour la première fois de sa vie. Rachel, elle rayonne. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle est libre d'une façon que je ne l'ai pas vue depuis des années. Elle a fait don anonymement de la vidéo de la gifle au journaliste et n'a pas regardé en arrière. Nous planifions un voyage, juste nous deux quelque part d'ennuyeux et de calme et loin de tout ça. Oh, et ma grand-mère, elle a ajouté Rachel comme sa mandataire en matière de soins de santé et a changé son testament. Je ne suis même plus inscrit dedans, et ça me va. Rachel le mérite plus. Elle a maintenu cette famille unie plus en 2 semaines que je n'aurais jamais pu le faire en 3 décennies. Et ma mère, elle est toujours à la maison seule. Papa m'a dit qu'elle avait recommencé à utiliser son nom de jeune fille, comme si laisser tomber le nom de famille allait effacer ce qui s'était passé. Je doute qu'elle quitte la ville. Les gens comme elle ne partent jamais. Ils reconstruisent juste des scènes plus petites. Mais plus personne ne regarde. Le groupe de discussion n'a pas vu de message depuis la publication de l'article. Les dîners de famille sont terminés. Les performances sont terminées. Elle a toujours voulu les projecteurs. Maintenant, tout ce qu'elle a, c'est l'écho. C'est tout. C'est la fin.